Test, test, ça marche, superbe. Bonjour à tous, moi j'ai un micro-cravate parce que tout à l'heure j'ai essayé les micro-casques, sauf que j'avais une tête trop grosse, mais en fait il fallait le mettre derrière, donc j'étais trop bête pour mettre un micro-casque, finalement je me retrouve avec ça. Ça met en confiance, c'est bien. Merci d'être tous ici, aussi nombreux que vous êtes. Effectivement, comme disait Ginger, c'est bien qu'on ait une douche de lumière, ça aveugle un petit peu, ça permet de se concentrer sur ce qu'on dit. Mais vous êtes sacrément nombreux, dites donc. Moi je n'ai pas de diapositive stylée ou de dodécaèdre, rhombique. J'avais juste un pense-bête, c'était rhombière pour m'en souvenir. Finalement, ça marche, quoi. Mais je vais essayer quand même de vous parler de choses qui me tiennent à cœur. Je me suis demandé ce que j'allais faire pour ce talk. Et je me suis dit peut-être vous faire un épisode, peut-être une analyse de film, une analyse de séquence. Ce qui aurait été bien, quoique... C'est toujours difficile de faire ça en direct, même si c'est un bon challenge après. Mais j'ai préféré en fait faire quelque chose que j'ai pas fait sur la chaîne. En fait, je me rends compte alors que ça me paraît quand même évident de faire ça à un certain point et que j'ai pas fait non plus dans des conférences que j'ai pu faire à côté. C'est tout simplement vous parler de, et c'est assez raccord j'imagine avec le sujet de l'après-midi, qui est de vous parler de mon rapport à la vulgarisation, tout simplement. J'en avais un petit peu parlé à demi-mot dans quelques FAQ que j'avais faites. Et je finirai, d'ailleurs un petit spoiler pour des chroniques à venir, je finirai par faire une chronique qui s'appellera la chronique cinématographique. Je pense que c'est vraiment nécessaire, par-delà le fait de parler de choses, de parler de la manière dont on parle des choses, des choix, d'approche qu'on a. Et c'est ce qu'on fait aussi cet après-midi en vous parlant de finalement ce travail de vulgarisation qui est un travail qui consiste à rendre accessibles des concepts qui ne sont pas forcément accessibles à la base. Et en fait, ce rapport à la vulgarisation que j'ai m'est venu tout simplement du cinéma, hein, c'est assez logique avec ce que je fais j'imagine, tout simplement parce que, constat de départ dans la démonstration, le monde, particulièrement depuis une vingtaine d'années, est en processus de complexification exponentielle. Vraiment, ça devient de plus en plus le bordel, en bien ou en mauvais, enfin bref, complexification. Et ça se voit plus ou moins selon les domaines. Et sur un domaine comme sur celui du cinéma, ça se voit particulièrement bien parce que le cinéma, c'est bien entendu un domaine qui est très très tributaire des évolutions technologiques et qui se doit d'être toujours à la pointe, que ce soit les évolutions technologiques de diffusion ou les évolutions technologiques artistiques, avec les effets spéciaux. Et c'est quelque chose qui se voit particulièrement dans le cinéma. Entre 2008 et 2011, j'ai eu l'opportunité de faire une thèse de doctorat à l'Université d'Avignon qui portait là-dessus, en fait, qui portait sur cette complexité. Et j'ai pu mener ma propre enquête là-dessus pendant 3 ans. Car oui, j'ai fait ma thèse en 3 ans. Je tiens à le préciser. Merci. C'était pas du tout pour ça que je le disais, mais merci. Et c'est une thèse, en fait, que j'ai fait sur le cinéma, qui était une thèse de sociologie, dont le sujet était, je vais essayer de vous le résumer parce que c'est toujours compliqué de résumer des sujets de thèse, mais c'est un bon exercice. Ça parlait en fait de l'évolution de la diffusion numérique et de l'impact que ça a sur nos manières de voir les films, ou pas. Et c'est ce ou pas qui est important, comme on va le voir un petit peu plus tard. Parce que donc les technologies de diffusion ont vraiment beaucoup évolué, notamment ces 20 dernières années, dans ce qu'on a appelé souvent l'ère du numérique. D'abord, il y a bien entendu les technologies de diffusion au sein des salles, parce que vous n'êtes pas sans savoir que progressivement, la diffusion en argentique sur bobine a été remplacée par la diffusion numérique. Et c'est en fait, l'évolution de cette diffusion-là se voit pas vraiment au niveau du public. C'est surtout un impact sur l'industrie, parce que forcément, c'est moins cher et moins chiant de ne plus trimballer des bobines à travers le pays. Des bobines très lourdes, généralement pour un film, il y a plein de bobines. Et là, juste en envoyant un fichier numérique, forcément, c'est plus pratique, plus rapide et ça coûte moins cher. Donc, pour l'industrie, il y a eu un impact fort. Quoique, pour le spectateur, quand même, il y a une forme d'impact. Et ça fait partie des paradoxes qui m'intéressent. C'est de voir en quoi une partie de notre imaginaire de cinéma s'est aussi fondée sur ces imperfections. Quand on voit, par exemple, vous savez, les imperfections des bobines. Quand on voyait des films avec des stries, des imperfections, c'était est-ce que le film va marcher? C'est un peu de suspense. On disait, putain, j'espère que ce n'est pas un projectionniste stagiaire qui va foirer la projection. D'ailleurs, Ginger parlait de Fight Club, il y a un passage assez marrant où Brad Pitt joue un projectionniste et il explique en fait ce qu'est la petite tache noire qu'on voit en haut à droite de l'écran, qui est en fait ce qu'on appelle une brûlure de cigarette, et qui était en fait un signal pour le projectionniste de changer la bobine.
Quitte à vraiment risquer de foirer la projection du film, il y avait plusieurs bobines, donc c'était il faut vraiment qu'il y ait tel endroit, on change la bobine. Et c'est un truc que j'ai constaté au fil de mes entretiens, des questionnaires que j'avais distribués, mais aussi par ma propre expérience de spectateur, c'est quelque chose qui fait partie vraiment intégrante de notre imaginaire. Et quand on voit par exemple des films comme Grindhouse, ceux de Tarantino Rodriguez avec Boulevard de la Mort et Planète Terreur, c'est assez ironique de voir en quoi, en fait, c'est une célébration de ce qui était à la base une imperfection. Parce que, par exemple, aux États-Unis, quand on faisait partir un film à New York, il n'y avait pas un nombre infini de bobines, ça coûte cher une bobine. Enfin, même une batterie de bobines. Et finalement, après sa diffusion à New York, on mettait les bobines en voiture, on les amenait dans une autre ville, et en fait, le film faisait vraiment un tour des États-Unis. Et c'est pour ça qu'en fin d'exploitation, le film arrivait dans des endroits où finalement la bobine était complètement atomisée, il y avait des stries de partout, ça ressemblait plus à rien, et c'était vraiment le circuit des cinémas de quartier. Il y a tout un imaginaire qui s'est structuré autour de ça, et dans une certaine mesure, je pense que cet impact de cette diffusion numérique en salle se ressent surtout là, quelque part. Il y a une forme de ça me manque de voir des saloperies sur la bobine. Mais bon, c'est pas très important, ça c'est plus de l'ordre du détail. Mais les diffusions numériques, les types de diffusion numérique dont je parlais, c'était surtout en fait ce qui relève des relais numériques personnalisés, qui sont complètement propagés. Enfin, c'est un acquis aujourd'hui, on en a tous, que ce soit des ordinateurs portables, smartphones, tablettes. Et aujourd'hui, c'est devenu un acquis, vraiment, que ce soit par rapport à notre accès au contenu ou notre accès aux réseaux sociaux. C'est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé. Et en fait, ça a changé pas mal de choses quand on y pense, parce que par rapport au cinéma, ça introduit un paradigme de mobilité. Alors que le cinéma, à la base, c'est une expérience qui est sédentaire. On va dans une salle obscure, on se pose, on se cale dans un siège, et avec des gens, on regarde un film. C'est quelque chose qui est sédentaire. Et avec l'évolution des modes de diffusion numérique, on est passé vraiment à un paradigme de mobilité, où on peut voir des films dans les transports en commun, dans n'importe quel type de transport d'abord, même en marchant dans la rue, quitte à se prendre des poteaux, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas du tout anodin. Parce que ça brouille aussi certaines frontières qui sont les frontières de la sphère publique et de la sphère privée. Au bout d'un moment, cette évolution des technologies numériques a permis d'hybrider les espaces, parce qu'au sein des espaces publics, on va avoir des espèces d'espaces semi-privés où des gens vont se poser avec un ordi, se retrancher avec leur casque et créer une sphère en fait, une sphère privée au sein du public, mais qui n'est pas vraiment une sphère privée parce que c'est au sein du public. Donc voilà, c'est des espaces un petit peu anthropologiques. Pareil pour la sphère, ce qui était traditionnellement la sphère du privé. De plus en plus, à travers notre usage des réseaux sociaux et des technologies numériques, on a importé le public au sein du privé. On est toujours connecté, on est toujours sur Twitter, Facebook, on regarde un film, on s'arrête au bout de 10 minutes, on fait « Ah, j'aime bien ». Oui, mais regarde le film, putain, au lieu de dire que tu aimes bien sur Twitter. Et ainsi de suite. Donc voilà, il y a une hybridation des espaces. Tout ça, ça a évolué, ça a complexifié les choses. Et quand l'esprit humain fait face à une forme de complexité, forcément, le réflexe, c'est de vouloir simplifier les choses. C'est normal, parce qu'on veut avoir des repères, on veut comprendre ce qui se passe, et la complexité, ben, ça fait peur. On dit, non, tout ça est simple. C'était juste une espèce d'illustration où j'ai répété en fait la chose, ça n'avait aucun sens. C'est donc ce qui s'est passé, sauf que la simplification qui a entouré l'évolution des technologies numériques, particulièrement dans les années 2000, c'était pas forcément une simplification bienvenue. Parce que si on analyse en fait tous les discours médiatiques, par exemple, ou même pas que les discours médiatiques, mais les discours de manière générale qui ont entouré vraiment cette évolution des technologies numériques, on se rend compte qu'on a affaire à des rhétoriques qui sont des rhétoriques de la rupture, ce que j'appelle des rhétoriques de la rupture, c'est-à-dire qui postulent une rupture avec le passé. On a soit des discours révolutionnaires qui consistent à dire « c'est génial, c'est le cinéma de demain, tout va être génial, le cinéma tel que vous le connaissiez avant est mort et maintenant ça va être incroyable, on va tous communier dans le nirvana du 7e art ». Je ne sais pas comment présenter le truc, mais voilà, il y avait toutes les formes rhétoriques qui sont structurées autour de ça, et inversement, il y avait d'autres discours de la rupture qui se sont structurés autour de discours qui consistent à dire c'est la merde, le cinéma tel qu'il était avant n'est plus, et forcément là, vous appelez ça du cinéma, ce n'est pas du vrai cinéma. Ça, c'est notre débat à l'usage de la vérité dans ces discours-là, et souvent manié à tort. Donc on a affaire à ces rhétoriques de la rupture qui en fait sont une simplification assez grossière de ce qui se passe, parce qu'effectivement il y a une évolution, mais pas que. Et
une des dérives de ces discours de la rupture, c'est le fait, en fait, de créer des mythes erronés dans le cinéma. Et dans les années 2000, enfin dès la fin des années 90, mais aussi années 2000, enfin jusqu'à aujourd'hui tout simplement, c'est le mythe du cinéma le plus erroné, mais le plus célèbre aussi, c'est le mythe de la mort du cinéma, tout simplement. Ça fait combien de temps qu'on entend dire que c'est la fin du cinéma, que la salle est morte, et que avec le téléchargement, avec les systèmes de home cinéma, avec Netflix aujourd'hui, on voit encore la question s'est posée avec le film de Cary Fukunaga, Beasts of No Nation, qui aurait pu sortir au cinéma, mais finalement que Netflix a sorti sur sa plateforme. Et ainsi de suite, la question n'a pas cessé de se poser, et il y a eu ce mythe qui consistait à dire « non, c'est la fin du cinéma tel qu'on le connaissait ». Et rien n'est plus faux, techniquement. Si on s'en remet aux chiffres, le cinéma n'a jamais été aussi fréquenté que ces 15 dernières années. Les chiffres que font les entrées en salle n'ont jamais été aussi énormissimes. Après, il y a une autre forme de débat qui peut se mettre en place par rapport à ça, et là c'est un peu plus approprié, c'est de voir ce qui fait des entrées. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a une sorte de problème dans l'industrie du cinéma, dans la mesure où ce qui fait de plus en plus d'entrées, ce sont les énormissimes productions, les espèces de blockbusters sous stéroïdes qu'on a appelés les tentpoles. Tentpoles, des piquets de tente, hein. C'est comme ça que c'est appelé, parce que pour un studio, le tentpole, c'est le piquet d'attente sous lequel seront abrités tous les autres films du studio. C'est ces espèces d'énormes productions qui vont accumuler suffisamment de fric pour que le studio derrière soit large et puisse investir dans ce qu'il veut. Et donc voilà, il y a plus ce problème-là, en fait, des superproductions qui deviennent de plus en plus énormes, tentaculaires et consensuelles, quelque part, et qui amassent de plus en plus d'argent, donc qui deviennent aussi, il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place, parce que c'est là-dedans que les studios vont de plus en plus investir, au détriment, bien entendu, des autres productions. Les petites productions qui galèrent comme d'habitude dans leur coin, ça n'a rien à changer, et celles qui en pâtissent le plus, c'est les moyennes productions, on va dire, qui sont de plus en plus... Enfin, qui pâtissent de la situation. En fait, c'est une extrémisation des pôles, comme souvent dans ce genre de situation, où les plus gros deviennent de plus en plus gros et les plus petits deviennent de plus en plus petits. Et au milieu, il reste un no man's land. Et donc voilà, ça c'est le véritable problème. Mais la mort de la fréquentation des salles et notre besoin, la qualité des films, c'est un autre débat, mais notre besoin juste d'aller en salle, de voir des films en salle, enfin les chiffres de toute façon font mentir ça. Et c'est ça que j'ai voulu montrer ensuite dans l'enquête que j'ai menée. J'aime bien dire enquête parce que ça suppose un truc un peu punchy. C'était un peu punchy parce que j'ai fait ça quand même avec le marché du film à Cannes. Il y a pire endroit pour enquêter. C'est un terrain assez funky, j'étais content. Ça m'a permis 3 années de suite d'aller au festival de Cannes. En fait, le marché du film, oui. Parce que le marché du film, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait le plus grand marché du film international. Parce que ça se passe comme ça dans l'univers cinématographique. Il y a des marchés du film qui existent, qui réunissent tous les pros du cinéma qui viennent, comme l'indique le nom, faire leurs emplettes. Donc il y a plein de films, de projets de films à différents degrés d'aboutissement. Il y a des films qui ne sont pas encore du tout faits, dont seul existe le projet, plus ou moins. Certains qui sont juste en cours de tournage et qui vont chercher des financeurs pour ensuite, ou des distributeurs. Certains qui sont totalement terminés. Et en fait, le marché du film se déroule en même temps que le Festival de Cannes. Sauf qu'il est bien moins médiatisé, bien entendu. Et c'est marrant de voir d'ailleurs qu'il est moins médiatisé, enfin mis de côté à la fois symboliquement et géographiquement parce qu'il se passe en même temps dans le palais des festivals, mais il se passe en sous-sol. Et à bien des égards, c'est une sorte de festival parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas forcément des professionnels du cinéma qui viennent pour acheter des films ou pour faire du business, mais qui viennent pour voir des films que personne ne verra jamais, quoi. C'est le bonheur en fait de la série Z et de la série B, le marché du film, où on se rend compte qu'en fait des acteurs, des actrices qu'on avait perdu de vue depuis longtemps continuent à exister. Saviez-vous que Kevin Sorbo fait encore une carrière? C'est le mec qui faisait Hercule dans la série. La dernière année où je suis allé au marché du film, il était dans 7 films. Dans 7 putains de films, quoi. Dont les affiches étaient toutes plus horribles et nanardesques les unes que les autres. Donc voilà, ils existent encore undercover. Et voilà, mais je m'égare. Le marché du film, c'est cool. Et si vous avez l'occasion d'y aller, c'est bien. C'est là qu'on voit aussi les productions Asylum. C'est ceux qui ont fait Titanic 2 et compagnie. Il y a un Titanic 2. Je ne l'ai pas vu, hein. Je ne sais pas comment il justifie le truc, si ça revient entre les morts. Si quelqu'un pourra m'expliquer peut-être tout à l'heure. Quelqu'un s'est exprimé dans la salle. Il n'est pas génial? Ça m'étonne. Vraiment, il faudra qu'on en discute parce que là, je suis un petit peu perturbé. Mais tout ça pour dire que j'ai voulu réintroduire de la nuance. En fait,
toute mon analyse a été fondée sur le fait de réinsuffler de la nuance là où les discours de la rupture ont occupé l'espace rhétorique. Et il y a une partie de mon enquête que j'avais menée dans un festival qui s'appelait, je dis qui s'appelait parce que ça fait longtemps, je suis très vieux et je ne sais même pas si le festival existe encore, mais il s'appelait le festival de Kinotayo, qui, en fonction du nom, je vous laisse deviner de quel type de film il s'agit. Ce n'est pas le Groenland, c'est le Japon. Mais c'est bien essayé. C'est un festival du film japonais qui a la particularité en fait de se dérouler en même temps dans toute la France, dans certains endroits clés. Il y a un QG qui est la Maison du Japon à Paris, et il y a différents espaces de diffusion dans les salles de cinéma donc, qui existent un peu partout en France, dans certaines villes. Je crois qu'il y avait 9 villes qui avaient des cinémas qui étaient estampillés Festival de Kinotayo qui accueillaient des séances. Et c'était parfait pour interroger en fait la manière dont on s'investit dans l'expérience de cinéma. Parce que la question de base c'était le spectateur de Paris, parce que les séances se déroulent en même temps. Par exemple, une séance du film Blablabla qui commençait à 20h à la Maison du Japon à Paris, commençait à 20h aussi à Montpellier dans la salle Blablabla, dont je ne me souviens plus le nom. Et ça me permettait d'interroger l'appartenance, le sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qui fait que Jean-Michel, qui va voir le truc à Paris, se sent comme sent qu'il fait partie de la même expérience et le même festival que Micheline, qui va voir le même film à Montpellier au même moment. Et ça m'a permis en fait de voir qu'il y a une partie de nos pratiques qui sont irréductibles, en fait, qu'on ne peut pas, que les gens ne sont pas disposés à laisser filer. Donc toutes les rhétoriques de la rupture en fait tombent à l'eau de fait, déjà par les chiffres de fréquentation des salles de cinéma, mais aussi parce qu'il y a une dimension éminemment rituelle dans notre rapport au cinéma. C'est quelque chose qu'on a besoin de se réunir, on a besoin d'être dans des salles obscures à regarder un mec à chemise à carreaux qui vous dit des conneries. Et voilà, c'est pas des conneries. C'était pour voir si vous suiviez. Mais voilà, il y a cette dimension rituelle que j'ai essayé de réinsuffler dans tous ces discours. Et si je vous parle de tout ça, en fait, c'est pour des raisons qui m'échappent désormais totalement. Je ne sais plus pourquoi je suis là, aidez-moi. C'est parce que ce travail d'enquête sur la thèse, c'était pas du tout de la vulgarisation. La thèse, c'est un peu l'anti-vulgarisation quelque part. Il y a des thésards dans la salle qui vont jeter des cagettes de tomates sur la tronche pour avoir dit ça, parce que on peut le contredire bien sûr de multiples manières, mais à la base, il ne s'agit pas, en dehors de l'introduction ou de la page de résumé qu'on met en tête pour ceux qui auront la flemme de lire le reste, c'est pas de la vulgarisation. On va au fond d'un raisonnement scientifique, on va au fond vraiment des chiffres et seul compte le fait d'aboutir à des résultats par-delà le fait de les rendre accessibles. Ensuite, il y a la soutenance de thèse pour ça. Donc on peut réexpliquer le truc et là on fait de la vulgarisation. Mais déjà, pour vulgariser, il ne suffit pas d'aller sur Wikipédia et de recracher des bouts d'informations. Bien entendu, ça c'est pas de la vulgarisation, c'est juste du relais d'infos brutes et c'est pas foncièrement super intéressant. Mais il faut avoir, pour bien vulgariser à mon sens, creusé soi-même, approfondi vraiment le sujet déjà pour pouvoir aboutir à la substantifique moelle, pouvoir choisir quoi dire, faire le tri et le rendre accessible surtout. Et pour moi, c'est ça. Par rapport au fait que dans les années, particulièrement dans les années 2000, on a eu tendance à avoir beaucoup de rhétorique qui tournait autour du fait de simplifier un petit peu à l'emporte-pièce des choses complexes. Pour moi, c'est ça le but ultime de la vulgarisation, c'est montrer que la simplification n'est pas synonyme de simplisme. C'est vraiment ça pour moi la clé. C'est arriver à simplifier sans faire abstraction de la nuance. Et particulièrement aujourd'hui, dans un monde où, sur les réseaux, sur Internet, le fait d'essayer de prendre un petit peu de recul, de faire preuve de nuance et de dire non, attends, on ne peut pas forcément juste balancer ça comme ça, est conçu comme de la retenue ou le fait de ne pas aller jusqu'au bout de ses arguments. Ou non, ça demande beaucoup plus de détermination, d'effort et vraiment de rigueur personnelle d'aboutir à ce type de vulgarisation. Et je trouve que c'est assez important de le rappeler à ce niveau-là. Donc voilà, toute ma démarche personnelle et ce que je fais aujourd'hui sur la chaîne est partie de là. Et c'est juste ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Donc tout simplement, merci de m'avoir écouté.